Miserere nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Teresa, ora pro nobis. Santa Regina, ora pro nobis. Et je me revois bien installé dans le cœur de la grande cathédrale de Joliette, en compagnie de tous mes confrères d'éléments latins, tous bien soutannés de noir, 52 boutons, sous surplis extra blanc comme neige, suant à grosses gouttes et clamant haut et fort notre foi catholique par-devers cette interminable litanie des saints, n'attendant que la fin pour pouvoir commettre notre petite forfaiture, somme toute plutôt bénigne, et si bien planifiée. Escalader par l'intérieur le clocher de la cathédrale, et pour ce faire, attendre patiemment la fin de cette pénible ordalie, et que tous les fidèles aient quitté, nous laissant le champ libre, mon copain Léo et moi-même, d'opérer cette vile profanation. Or, on avait au préalable repéré une échelle fixée au mur, à l'arrière du jubé, et qui menait par le biais d'une trappe à la base du clocher, et de là, jeu d'enfant, pour accéder au premier palier, là où se trouvent les grosses cloches, qui scandent avec une régularité sans faille la vie spirituelle des paroissiens, les invitant, tels de bonnes ouailles très dociles, à venir se recueillir humblement dans cette enceinte si propice à la prière. Et de là-haut, oh là là, vue spectaculaire sur Joliette à la nuit tombée. Mais je remarque, mon œil de polichinelle pensif, ciel, les cloches commencent à bouger. Aïe, 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 ça va pas être Jojo, me dis-je, sotto voce. Et voilà, c'est parti pour une volée de cloches en concert, et nous, les deux mains plaquées sur nos oreilles, forcés de battre en retraite. Seulement voilà, la nef et les transepts sont plongés dans l'obscurité totale. Seule la sacro-sainte lampe du sanctuaire jette une petite lueur blafarde, et après de longues minutes à tâtonner un peu partout, un constat formel s'impose. Toutes les issues sont soigneusement verrouillées. Diantre, que faire? D'autant plus qu'on pressentait comme une sorte de présence occulte rôdant dans le noir, démon de l'ombre ou ange des ténèbres. Et Léo d'y aller d'un flash tout à fait inespéré. Allons voir dans la sacristie. Ce que nous fîmes assez péniblement, il faut bien le dire, et là, au bout d'interminables minutes d'angoisse, Eureka! On repère une longue fenêtre entr'ouverte, sauf qu'elle s'ouvre sur un à-pic de 4 mètres, mais pas tellement l'embarras du choix. Et n'écoutant que notre courage indomptable, on se glisse par cette ouverture providentielle pour atterrir sain sauf en contrepas. Ouf! Il était 23h15, et dans cette Joliette tout endormie, je me rappelle, comme l'air était doux et empreint d'un calme extraordinairement paisible. Ce qui n'est pas sans évoquer pour moi notre fabuleux équipé avec le même Léo, objectif ambitieux, la redoutable conquête du château d'eau de Joliette tout au bout de la rue Richard, et qui culminait à quelques 80 mètres du sol. Vous voyez déjà le topo. Il fallait bien sûr déployer des ruses de sioux dans l'approche des lieux, car un gardien occupait en permanence une cahute au pied du monstre. Donc, primo, attendre la nuit tombée. Secondo, silence absolu. Pour la suite des choses, jeu d'enfant, l'ascension se faisant par le biais d'une échelle métallique bien cintrée et qui menait droit au sommet, les derniers mètres se parcourant en pente douce pour accéder au point culminant du dit réservoir. Or, j'ai omis de vous dire, une demi-douzaine de petits lascars s'étaient joints à nous dans cette rocambolesque aventure. Léo et moi étions premiers de cordée. On allait atteindre le sommet. Et les autres suivaient, grimpant en file indienne queue leu-leu, quand, pour une raison que je ne m'explique pas encore à ce jour,
Tels des oies sauvages en bruyante jacasserie intempestive, ils avaient fini par alerter le gardien qui, en retour, alerta illico la police. Et tout là-haut, on put voir, un peu médusé, des gyrophares se profiler dans le lointain, accompagnés d'une sirène qui se fait de plus en plus insistante, et v'lan, l'autopatrouille s'arrête pile au bas de la tour. Aïe, aïe, aïe! Et on interpella tous ces petits malfrats qui s'empressent de dévaler le plus vite possible. Et nous deux, profitant de la noirceur, on se fait tout petit au sommet, dans un silence sépulcral que seul troublait quelque peu un Norrois plutôt costaud. La sagesse la plus élémentaire nous dictait de rester là sans bouger, ni vu ni connu, et d'attendre que les choses se tassent. Et c'est tels deux farfadets indétectables qu'on redescend. Inaperçus nous passâmes, exploit réussi sans bavure, yes! Et honneur à tous ces vaillants copains qui n'ont pas trahi. Et j'ai nommé Max la godasse, le gros Jerry petite tête, Momo le zouf, Tizoun la bisoune, Tilou le filou, Ticu crevier, et bien sûr Ticoun coque-l'œil, et bébé, ouah! Et dès lors, dans toutes vos guerres secrètes, cherchez toujours la tangente salvatrice, qui court là, quelque part sur le fil du destin, au milieu de tous les malentendus qui pullulent dans les vestiges du jour. Cela étant dit, je me permets ce petit détour sur l'été 49, et je vois mon père devisant sobrement avec ses frères. Je dis sobrement car il partageait avec ceux-ci ce petit penchant indigne par-devers l'alcool. Et là, je ne suis pas bien certain, mais je crois avoir entendu ce mot « Parc Belmont », ce qui focalise illico toute mon attention. Je tiens absolument à connaître la suite, me sentant intuitivement concerné. Oui, j'ai bien entendu. Et demain, on s'en va au Parc Belmont. Youpi! Quelle ne fut pas ma joie, que dis-je, ma jubilation euphorique, car le mot Parc Belmont était porteur pour moi d'une énorme charge de féerie. Et c'est avec une fébrilité sans nom que je me mets en attente de ce lendemain si chantant. Et puis les heures passent, et les heures passent, et plus jamais je n'ai entendu parler de ce projet de voyage. Ah, comme les adultes sont parfois un peu déroutants, voire même déconcertants. Ah, quelle amère déconvenue ce fut. Mais j'avais quand même appris un nouveau mot, trahison. Et là, ce ne serait pas la dernière fois que ce mot ferait irruption dans ma vie. Et c'est en revenant d'un camping sur l'Achouap-Mouchouane que ressurgit en moi ce si pénible souvenir. Été 48, sur une plage dans les Laurentides. Je vois un attroupement sur la berge. Intrigué, je m'approche. Et entre tout un paquet de jambes nues, j'étais pas bien grand, je distingue le corps d'un homme, allongé, inerte, et la figure toute bleuâtre. Et j'entends ces mots terribles. On vient de le repêcher, ça faisait des heures qu'on le cherchait. J'étais alors vraiment sous le choc, avec l'impression d'éprouver une sorte de trahison par-devers la vie, mon premier contact avec la mort. Voilà pourquoi il m'arrive de temps à autre de consulter ma collection d'erreurs dans ma grande bibliothèque de rêves. Et étonnamment, j'arrive encore à y percevoir tout le rougeoiement de mon âme, par-devers les brumes opaques de mes combats d'ombre spectrales, tout en dissolution de rouleaux bleutés, disjonctés qu'ils sont dans de ces fatalités hiératiques, toutes nimbées d'escapades bourrées de flétrissures blanches, et ô combien vertigineuses. En revanche, ici, je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Ah, ce petit jeu des perles de verre,
apparemment tout à fait anodins, pour ne pas dire des plus simplistes, et pourtant susceptibles de perturber solide les plus basses passions humaines, en de ces engueulades monstres, voire même en de ces bagarres tout aussi épiques que loufoques. Ainsi en était-il lors de nos parties de smoke, qui se jouaient à 2 ou plusieurs, c'est selon, et peu importe la saison. Les règles, super simples. Il s'agissait de lancer une bille sur une paroi quelconque qui, selon la force du lancer, avait un rebond plus ou moins loin de la paroi. Le truc consistait à lancer la deuxième bille de façon à ce qu'elle vienne heurter la première. Bien sûr, plus il y a de joueurs, plus il y aura de billes en jeu, et le premier qui heurtait une bille, n'importe laquelle, remportait la mise, c'est-à-dire tout le paquet de billes qui était en jeu. Et ça se jouait sur n'importe quelle surface, sable, terre battue, asphalte, neige. Plus il y avait de billes en jeu, plus la tension montait, car il suffisait qu'une bille effleure soi-disant une autre bille pour que la contestation s'élève en affrontement hostile, en empoignade fougueuse, en brasse camarade enflammée, et qui virait vite en violente algarade, voire même en échauffourée explosive. Une étincelle, bagarre générale, ce qui, il faut bien le dire, vous avez un petit air quelque peu burlesque. Je me rappelle tellement, heureux étaient ceux qui possédaient une ou plusieurs reines, des grosses billes, que les plus audacieux et les plus téméraires mettaient en jeu, ce que les plus pusillanimes n'osaient jamais faire. Souvent, la mise en jeu d'une grosse reine se faisait en la déposant sur le sol, et les prétendants, reculés à une certaine distance et disposant d'un nombre restreint d'essais, devait faire preuve d'un visou de faucon, car il s'agissait de faire mouche sur la reine pour l'emporter. Et en cas d'échec, le maître titulaire de la reine empochait toutes les billes qui traînaient au sol. Parfois, une reine pouvait faire l'objet d'un troc, genre « je te donne 10 billes pour ta reine ». S'ensuivaient alors des négociations en palabres à n'en plus finir. Ainsi en était-il de ces fabuleuses joutes de smoke, où le perdant souvent se voyait ruiné, alors que le gagnant, et comme disait l'autre, du Rolex, c'est de l'ex. Or, à la même époque, se jouait l'affrontement ultime pour la coupe du quartier Blainville, l'été 49, le clan de la rue Turgeon contre ceux de la rue Chapelot. Mais comme toujours, dans ce genre de situation, la question existentielle, qui allait ouvrir les hostilités? C'est bien beau, tirer les premiers, messieurs les Anglais, mais il y a des limites. Donc, qui aurait l'honneur de débuter le match au bâton? Tous s'entendaient pour avoir recours aux vieux rituels de circonstance pour trancher équitablement la question. Et je vois encore le gros Jerry, pas si gros finalement, plutôt costaud pour son âge, affronter le grand slack à crevier. Le truc consistait à attraper le bâton d'une seule main pour ensuite alternativement remonter vers la maillotche. Le gagnant était celui qui réussissait à empoigner le bâton le plus près possible de la dite maillotche, mais sans toutefois la toucher. Ce qui pouvait mener à toutes sortes de controverses bien légitimes, et une fois tous les litiges réglés, alors pouvait se faire le départage des deux équipes, ainsi que celle qui ouvrirait le match au bâton. On était une quinzaine de petits culs à observer religieusement le déroulement d'opérations. Et moi, grâce à mes multiples talents de coureur intrépide, de lanceur d'élite, de frappeur de coups de circuit et d'attrapeur hors pair, j'étais toujours retenu dans les premiers choix. Et peu à peu se constituaient les deux équipes. Et j'ai ce souvenir un peu triste, il faut bien le dire. Le dernier joueur à être choisi, peu importe le capitaine d'équipe, son sort était toujours scellé de façon expéditive par un lapidaire « Ah ben lui, on vous le laisse ». Parole terrible, qui aurait pu passer pour un geste de grande magnanimité, mais il n'en est rien. Peut-être le soupçonnait-on d'être un agent double.
C'était trop souvent, Ticoune Chaput. Allez donc savoir pourquoi. Et 6 mois plus tard, c'était la grande bataille du château de glace. Qui deviendra le nouveau roi du château? S'engageait alors une bagarre sans merci où ceux du château devaient défendre âprement leur position face à ce déferlement de barbares incultes qui, tels des commandos de choc, montaient à l'assaut de la forteresse en poussant des hurlements où glaçait le sang. Bien sûr, les barbares finissaient toujours par vaincre, car ceux du château ne pouvaient qu'offrir une résistance poreuse et mollassonne, enfermés qu'ils étaient dans l'enceinte du dit château et encerclés de toutes parts. Ils étaient, pour ainsi dire, constamment accumulés au pied dur. Ainsi avait-on pris soin de créneler tout le pourtour du parapet, permettant ainsi un semblant de protection bien illusoire. Et moi, surnommé le sniper à 2 boules, dès qu'un fantassin se pointait la frémousse dans un créneau, j'y allais de mon tir foudroyant d'une précision millimétrique. Et là, cette fois-ci, c'était Ticrotte Turcotte qui présentait sa petite frémousse dans le 2e créneau. Bien sûr qu'il esquiva juste avant que mon tir ne fasse mouche, mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais toujours 2 boules de neige, une dans chaque main. Et voici l'astuce, et de me dire, tu créeras pas ça, mon Ticrotte. Mon premier tir ayant échoué, très rapidement, je catapultais ma 2e torpille dans le même créneau. Et l'autre, là, le Ticrotte en question, un peu naïf, fatalement se repointait la frémousse, ne serait-ce que pour me narguer de ma maladresse, ne se doutant pas un seul instant que le projectile suivait déjà sa trajectoire inéluctable vers une cible qui allait d'elle-même à la rencontre du missile fatal. Et paf, ça lui pétait dans la gueule. Et ainsi en allait-il de la bataille féroce et endiablée, jusqu'à épuisement des belligérants. Et le lendemain, tout ce beau petit monde se retrouvait afin de reconstruire le château, complètement démoli sous les coups de boutoir des hordes barbares, déferlant sur cette forteresse soi-disant imprenable. Car tous partageaient le même idéal, pouvoir rejouer cette fabuleuse saga de la grande bataille du château de glace. Seulement voilà, en ces temps de grand verrouillage de la pensée, il nous faut fréquenter très assidûment l'impératrice de tous les silences dans la grande nuit du monde, là où le frémissement des étoiles, aux lenteurs de nuages poussifs, appelle en écho l'illumination de lune bienveillante, aux chuchotis de 1000 petits gloussements d'orphins, émanant d'un ailleurs mystérieux, chargé qu'il est de toutes ses vivantes voluptés, en de ses délires d'ombre bourrés qu'elles sont, de ripailles toutes très fantasques, et giclant en passacailles versicolores tout aussi fringantes que calembredaines burlesques aux enchanteries, ma foi, très immersives. Allez, bonne fin d'été à tous, et bon courage, car on risque d'en avoir sérieusement besoin. Come on down.
Come on, Dad.